Je n'ai jamais oublié ma découverte de Furio, le film de Nagisa Oshima. Et surtout, j'ai toujours gardé, dans un coin de ma tête, cette ritournelle addictive composée par Ryuichi Sakamoto. Je me souviens que le film m'avait troublé et que, dans le même temps, cette musique m'avait mis dans une drôle d'euphorie. Dans Furio, Ryuichi Sakamoto était aussi acteur, face à David Bowie, ce qui ne gâtait rien. Acteur, il l'était d'ailleurs également dans Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci, avec sa moustache sexy, un film dont il avait, en 1986, aussi composé la musique. Difficile de ne pas se souvenir de cette ouverture mythique de la Cité Interdite sur ce très beau motif de corde. Tout comme ce thème lyrique et majestueux qui accompagnait l'arrivée des époux Bowles à Tanger dans Un thé au Sahara, encore de Bertolucci. Toujours avec Bertolucci, Sakamoto avait récidivé dans Little Buddha, curieux film dont j'aimais assez ce triomphe musical grandiose et coloré, avec un Keanu Reeves en extase. C'était un peu too much, mais des fois, j'aime bien ça. Sinon, dans un autre registre, j'étais fou de ce thème fatal de Sakamoto dans Talon aiguille de Pedro Almodovar, surtout quand il résonnait avec les larmes de Victoria Abril derrière ses lunettes noires. En ce début des années 90, Sakamoto avait décidément le lyrisme sans frein. La preuve, avec cette séquence délicatement funèbre, élevée à un niveau presque métaphysique par cette vaste coulée de cordes. C'était dans Les Hauts de Hurlevent de Peter Kosminski, qui devait tout de même beaucoup au grand Ryuichi. Sakamoto savait tout faire, comme dans cette séquence sanglante à souhait où Robert Duval n'était pas au mieux. C'était dans une adaptation pas très connue de La Servante écarlate par Volker Schlöndorff au début des années 90. Dans le genre, si on veut, j'ai davantage gardé en mémoire cette séquence démente de Snake Eyes de Brian De Palma, où Sakamoto s'était opportunément souvenu de Stravinsky. Dans Femme fatale, toujours de Palma, c'était de Ravel que Ryuichi s'était rappelé, et plus particulièrement du boléro, vous vous en doutez. C'était du meilleur effet, pour ne pas dire inoubliable. Tout aussi inoubliable, ce moment Ménilmontant au ralenti, encore dans Femme fatale, qui avait l'air d'avoir été conçu pour Sakamoto, qui flirtait à l'occasion avec la musique contemporaine. D'une poursuite à l'autre, je m'étais tout à coup souvenu de Wild Side, l'étrange film du peintre Donald Cammell. Sakamoto était encore de la partie, mais cette fois dans un style hyper rythmique, étouffant, implacable. Heureusement, John Chen avait l'air de s'en sortir. Bizarrement, à force de parcourir sa filmographie très internationale, je me suis souvenu que Ryuichi Sakamoto était japonais et qu'il s'était fait connaître avec le Yellow Magic Orchestra dans la deuxième moitié des années 70. D'ailleurs, j'aime bien cette image d'un Sakamoto impassible et concentré sur ses claviers. Puisque j'étais parti au Japon, j'avais envie d'y rester. Par exemple, avec Taboo, où Oshima retrouvait Kitano et Sakamoto, qui avait, pour cet extraordinaire film de samouraï fantôme, composé un de ses chefs-d'œuvre.
10 ans plus tôt, au début des années 90, dans Tokyo Décadence de Ryu Murakami, le même Sakamoto avait roulé au son de cette rythmique et de cet orgue sous d'autres buissons ardents. C'était assez hypnotique. Au Japon, Ryuichi Sakamoto avait aussi écrit cette élégante et suave élégie pour cette séquence faussement apaisée du Harakiri de Takashi Miike, remake du classique des années 60 signé Kobayashi. Sinon, comme Sakamoto aimait bien planer, et comment lui donner tort, il était parfaitement à son aise dans cet animé japonais des années 80, Les ailes données à Mise. Avec tout ça, j'ai eu l'impression de retomber en enfance, et naturellement, je me suis senti tout à fait en phase avec cette marche d'éléphant dont Sakamoto avait su écrire la parfaite bande-son dans Shining Boy et Little Randy. Au fil de ma quête japonaise et sakamotienne, si je puis dire, je suis tombé sur un film inconnu, Ikari, où notre compositeur déployait une nouvelle fois ses amples volutes. Et puis, revenant peu à peu vers l'Amérique du Nord, j'ai croisé un film canadien, Soi, de François Girard, avec Michael Pitt, et une BO du meilleur aloi, toujours composée par Sakamoto, décidément très fort en cordes. Bon, forcément, à un moment, j'ai rencontré Leonardo DiCaprio, alias The Revenant, dans le film d'Alejandro González Iñárritu, un survival que je n'adorais pas totalement, sauf que Sakamoto y avait donné toute sa démesure. Le même Sakamoto avait ajouté à son palmarès Johnny Depp, en photographe barbu, lanceur d'alerte dans Minamata d'Andrew Levitas. Il y était question d'une catastrophe écologique au Japon, mais le film était américain. Quant à la musique, elle était inexorable et captivante. Du pur Sakamoto, quoi. C'était en 2020, tout comme The Staggering Girl, court-métrage haute couture de Luca Guadagnino, avec une autre star, Julianne Moore en majesté, embarquée dans une drôle de chorégraphie que la suave musique du grand Ryuichi avait su rendre presque éternelle. Dans cette période récente, j'avais aussi goûté au score ambiante et céleste de Proxima, le film d'Alice Vinocourt, avec l'astronaute Eva Green et sa petite fille contemplant une fusée pour le moins impressionnante. En 2021, il y a encore eu Beckett, où Sakamoto s'essayait au stress musical avec un certain bonheur. Bon, je ne sais trop pourquoi, mais de Beckett, j'ai eu envie de passer à Derrida, et ça tombait bien parce que notre ami Ryuichi avait su, dans un documentaire consacré au philosophe à la belle crinière blanche, nimber de mystère cette promenade aux alentours de l'école pratique des hautes études. Bon, j'aurais évidemment pu m'en tenir là, sauf que je me suis tout à coup souvenu de Love is the Devil de John Maybury. C'était en 1998, et cette fois, il était question de Francis Bacon.
Dans ce vrai faux biopic, Sakamoto s'était lâché et j'adorais ça. Personne, mieux que lui, n'aurait pu écrire la bande-son des tableaux de Bacon. Comme si, grâce à cette expérience musicale, j'avais réussi à pénétrer dans la tête du peintre. C'était comme des flashs qui s'insinuaient au creux de mon cerveau tourmenté, difficile à oublier, inoubliable donc.